Salut, c'est Anna, bienvenue sur la Minute CAPEC, le podcast qui décrypte l'actu sociale, fiscale et juridique et qui te permettra de devenir incollable sur les différents sujets. Le principe est simple, un mois, un épisode, une actu. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale de notre podcast, la Minute CAPEC. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un épisode particulier où nous allons approfondir certains sujets clés de l'immobilier que nous avons rapidement abordés lors de notre conférence Les rendez-vous de l'immobilier. Pour ce faire, nous avons fait appel à deux spécialistes du sujet, Maxime Moine, expert comptable et conseiller en gestion de patrimoine à CAPEC. Bonjour Maxime. Bonjour Anna. Et Clément Tardy. Bonjour Clément. Bonjour. Co-gérant de l'agence République Immobilier, dont les activités sont réparties en 3 pôles. La transaction, la location-gérance et le syndic de copropriété. Eh bien écoutez, je vous laisse la parole sans plus attendre. Oui, merci Anna pour cette petite introduction. Effectivement, on est dans le prolongement des premières conférences, de la première conférence qu'on a pu réaliser sur le rendez-vous de l'immobilier, dont l'objectif c'est quand même de donner le maximum de connaissances aux personnes présentes pour qu'elles puissent sécuriser au maximum leurs investissements immobiliers futurs dans l'immobilier physique. Et lors de cette première conférence, on a abordé un certain nombre de sujets. Là, c'était vraiment l'aspect pratico-pratique de l'investissement. Donc, on a pu voir comment choisir son investissement par rapport à ses objectifs, comment choisir son investissement immobilier en fonction des critères fondamentaux, l'emplacement, le type de bien, comment les rechercher, comment valider certains points au moment des visites et comment éventuellement négocier, comment on peut négocier au mieux son investissement immobilier. Et dans le cadre de cette première intervention, on a eu donc Clément qui est venu nous apporter ses lumières sur notamment la situation du marché dijonnais et puis aux alentours. Et puis derrière aussi, il a une triple casquette, comme tu l'as dit, avec la partie syndic de copropriété qui est assez opaque finalement quand on fait une acquisition immobilière. Et c'est là-dessus qu'on a eu pas mal de questions a posteriori de cette première conférence. Et j'ai essayé de regrouper toutes ces questions pour arriver toujours sur l'objectif d'avoir des connaissances pratico-pratiques sur l'investissement immobilier. Donc je vais pouvoir te poser ces questions sur la partie syndic de copropriété pour approfondir un petit peu les thématiques qu'on avait déjà vues sur la première conférence. J'en profite aussi pour annoncer les autres conférences, puisque c'est une série de 5 conférences dont la première a déjà eu lieu. Donc il y en aura 4 autres qui vont suivre, dont on communiquera prochainement les dates. La prochaine, ça va être sur le financement et l'assurance d'un investissement immobilier. Ensuite, on va aborder la partie travaux, la partie place de l'immobilier dans le patrimoine, on va dire, de l'investisseur. Et ensuite, on regardera plutôt les notions juridiques, avec notamment la présence d'un notaire sur les points juridiques à valider sur l'investissement immobilier. Donc si on en revient aux questions relatives au syndic de copropriété, donc Clément, je vais commencer par ma première question. Ça va être sur quels sont les documents que doit obligatoirement remettre le vendeur à l'acquéreur dans le cadre d'une transaction ou au moins d'un compromis de vente. Alors, merci Maxime. Alors pour répondre à ta question, on peut compter au nombre de 7 documents qu'il faut absolument transmettre au moment du compromis de vente. Le premier document, ça va être le règlement de copropriété, les actes le modifiant ainsi que l'état descriptif de division. Tu auras le carnet d'entretien, les 3 derniers PV d'AG, les diagnostics des parties communes, un relevé de charges sur les 2 dernières années, la fiche d'immatriculation de la copropriété et le montant du fonds Allure. Donc 7 documents remettre obligatoirement, et justement en cas de carence d'un document ou plusieurs documents, quelles peuvent être les conséquences dans le cadre de la transaction ? Alors les conséquences sont très importantes puisque s'il manque un seul document annexé au compromis de vente, le délai de rétractation dit délai SRU ne peut pas commencer. Donc la vente ne peut pas être notifiée à l'acquéreur et la vente ne peut pas continuer en fait. Ok, oui, donc on va dire, c'est un point fondamental de s'assurer de la bonne transmission de tous les éléments. Et d'ailleurs, je pense que c'est ton métier au quotidien de s'assurer que... Exactement, sachant qu'en plus, nous, en tant que syndic de copropriété, on facilite en fait la transmission de ces documents puisque chaque copropriétaire a accès depuis son extranet en fait à tous ces documents. Ouais. Donc il peut directement en fait les télécharger depuis chez lui en fait. Oui, c'est même une obligation. C'est une obligation légale, oui, tout à fait. L'extranet de copropriété est une obligation légale et de fournir en fait ces documents dans cet espace-là dédié aux copropriétaires est aussi une obligation légale.
on vient de valider les 7 documents à transmettre obligatoirement par le vendeur à l'acquéreur. Qu'en est-il donc ça c'est dans le cadre d'une transaction avec un syndic professionnel. Et qu'en est-il si jamais le vendeur n'a pas de syndic professionnel mais uniquement un syndic bénévole? Est-ce qu'il y a autant de documents? Est-ce que du coup l'acquéreur va pouvoir sécuriser de la même façon son investissement? Est-ce que tu peux me donner un peu de précision là-dessus? Alors, ça va être plus compliqué pour un acquéreur pour sécuriser sa transaction, puisqu'en général, les syndics bénévoles sont justement bénévoles et ne sont pas soumis à la même réglementation que les syndics professionnels. 2 documents en fait qui sont essentiels et obligatoires, c'est le règlement de copropriété et la fiche d'immatriculation. Même si on est sur un syndic bénévole de 2 copropriétaires, l'immatriculation de la copropriété reste obligatoire. Après, ce qui va vraiment permettre de sécuriser en fait la transaction pour un acquéreur, et c'est là où nous, en tant que syndic professionnel, on apporte une réelle plus-value dans ce sens-là, ça va être les 3 derniers PV d'AG et les charges de copropriété. C'est vraiment ce qui va permettre de connaître l'avis de la copropriété et les charges auxquelles on va être assujetti en tant qu'acquéreur. Ok, oui, donc ça veut dire que si on reprend, si j'ai un syndic bénévole, évidemment les charges de syndic seront moins élevées, mais par contre d'un autre côté, j'ai pas toutes les informations qui me sécurisent, puisque j'ai que finalement 2 documents obligatoires sur les 7 qu'on vient de voir juste avant. Tout à fait, sachant qu'il faut même aller plus loin quand on est sur un syndic bénévole, s'assurer que la copropriété est bien assurée. Ouais. Pas seulement pour la partie copropriétaire et appartement, mais le bâti en soi, mur ou toiture. Donc un syndic bénévole, il y a des syndics bénévoles qui sont gérés de façon très très bien, mais en général ça reste du bénévole et il y a quand même beaucoup de lacunes en fait dans ce sens-là. C'est pour ça que passer par un syndic professionnel, ça amène quand même une plus-value et une sécurité pour un acquéreur. Ok, bah merci pour ce complément d'information. Pas de souci. Et les différences entre le syndic bénévole et le syndic professionnel. Et oui, donc si je rebondis sur ce qu'on vient de se dire, si je suis dans le cadre d'un syndic bénévole, que moi je suis investisseur, je vais investir soit dans l'immeuble de rapport directement, soit dans un lot. Si le syndic est bénévole et que j'ai que les documents obligatoires, les 2 documents qu'on vient de citer, je peux jamais à aucun moment m'assurer en fait de l'état notamment de la structure ou de la toiture, parce que j'ai pas de carnet d'entretien obligatoire. Donc si jamais j'ai des gros travaux à venir, je suis pas du tout sécurisé dans ce cadre-là. Il y a rien qui me sécurise sur la partie travaux. Oui, tout à fait, tu as raison Maxime, et je rajouterais même, et ça c'est du vécu, c'est qu'on a fait une vente sur un syndic bénévole où il n'était que 2, et on s'est aperçu au moment de la vente qu'en fait, que la copropriété n'était pas assurée en soi. C'est-à-dire que tu as une tuile, par exemple, qui tombe du toit sur un passant. Les 2 copropriétaires, en fait, ne sont pas assurés. Alors, ils étaient assurés dans leur appartement chacun, mais pas la copropriété. Okay. Donc, c'est là où, toujours pareil, quoi, le syndic professionnel a des obligations que le syndic bénévole passe souvent à côté, qui peuvent être vraiment très, très pénalisantes, quoi. Ouais. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir recours à un syndic professionnel, hormis le temps qu'on n'a pas évoqué, parce qu'évidemment c'est du temps de faire l'investissement, voilà, et l'investissement. Ouais. Mais effectivement, même en termes de sécurisation de sa partie juridique. Un acquéreur, même sur un syndic bénévole, il doit presque être beaucoup plus vigilant que sur un syndic professionnel, parce qu'il aura beaucoup moins d'informations par rapport à un syndic professionnel, par rapport à ces documents-là. Merci à vous 2 pour toutes ces informations concernant les 7 documents obligatoires que doit fournir le vendeur à l'acquéreur. Si vous voulez plus de précision, rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel nous reviendrons sur les points fondamentaux de ces documents pour sécuriser votre investissement. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à suivre l'actualité du cabinet sur nos réseaux sociaux et notre site internet www.capec.fr.